Découvrir un cadran solaire dans les rues de Lisieux n'est pas simple, pour la bonne raison, c'est qu'il n'en existe pratiquement pas, ou alors qu'il n'en existe plus, et pourtant, en cherchant bien, voici ce que j'ai trouvé, et son histoire débouche sur une autre histoire. Ceci est compliqué et il faut continuer pour bien comprendre. J'habite à Lisieux, là où j'ai installé mon atelier d'artiste peintre. Ce cadran solaire est placé assez haut, au-dessus de mon second atelier au fond du jardin. Sa disposition est totalement orientée plein sud, si l'ombre de ma maison le recouvre tôt le matin, vers 9 h le soleil est là et mon cadran est prêt à me donner l'heure jusqu'au soir. Son aspect décoratif est comme un bas-relief sculpté et se marie fort bien avec la fontaine adossée au mur. Et je vous assure qu'il me donne l'heure exacte. En effet, pour bien comprendre cette histoire, il n'y a que moi qui peux tout vous expliquer, et pour cause, tout d'abord, même si ce cadran est parfaitement visible de la rue, il se trouve sur le mur de ma maison, personne ne le remarque et pourtant il n'est pas modeste, il mesure 1,20 m de haut pour 1 m de large. Cet après-midi le temps était au beau fixe, j'en ai donc profité pour grimper sur mon échelle et lui faire une bonne toilette. Son aspect assez identique à un bas-relief était là soumis aux intempéries et à la pollution de la ville. Lisieux est une cité très animée et le cœur d'un trafic routier extraordinaire en densité. Donc brossage pour nettoyer et éliminer les mousses, et restauration dans sa blanche couleur pierre. Toutes les œuvres ainsi exposées doivent être entretenues, c'est une simple question de respect. Une des raisons évidentes du manque de cadran solaire dans Lisieux est sa destruction en grande partie lors des bombardements de juin 1944. Et aussi, sans doute, le fait que cette ville, avant, était constituée de magnifiques demeures à pans de bois sculptés, sur les façades desquelles il était rare de voir des cadrans solaires. Il en existait cependant un, encore visible, sur un des contreforts sud de la cathédrale Saint-Pierre. C'était un cadran en pierre qui bizarrement, par erreur, avait été installé, à quelle époque, à l'envers. Il a disparu, retiré assez récemment, peut-être pour être restauré, j'ignore ce qu'il est devenu. Il faut, malheureusement, bien regarder cette magnifique cathédrale qui de nos jours est en piteux état. Les murs sales et lépreux font peine à voir. Certes, sa restauration coûterait une fortune et réinstaller un cadran tout neuf au milieu des gargouilles qui s'écroulent serait un non-sens. Le fronton sculpté représente, en bas-relief, un médaillon avec monogramme, non pas un chiffre de noblesse, initiale entrelacée, soutenu par 2 lions affrontés. Simple fantaisie d'artiste. J'en profite pour vous expliquer que ce grand cadran en excroissance est solidaire du mur porteur, il est constitué d'une structure en sable et chaud dans l'épaisseur de laquelle les motifs ont été sculptés ou gravés. L'aspect ancien, usé et patiné par le temps est en fait une habile reprise composée d'après une histoire. Les chiffres romains sont gravés et le 12 est remplacé, pour plus de lisibilité, par un coq en bronze incrusté, ceci en souvenir de mon passé d'horloger. En dessous vous pouvez lire une devise gravée en latin, littéralement, jamais jusqu'à la dernière heure, autrement dit, ne jamais renoncer, c'est ma propre devise. En pied de cadran, se trouve un écusson encadré de la formule latine anno feci, soit, année de fabrication, la date se lit en inscription cruciforme. Ce cadran méridien assez simple comporte les courbes des solstices, permettant de lire la date. Le style, appelé aussi gogmon, est ici triangulaire, il projette ainsi une ombre plus lisible. Il est constitué d'une pièce métallique plate dont l'arête supérieure inclinée est parallèle à l'axe de la Terre du lieu, c'est donc un style polaire. Le tracé des lignes horaires varie en degrés, écartement d'angle, selon l'écart par rapport au midi solaire dont l'ombre se confond alors avec sa ligne verticale. La lecture se fait évidemment de gauche à droite, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, hémisphère nord. Il est exactement midi 10 et nous sommes le 1er mai. La pointe de l'ombre a légèrement dépassé la ligne du chiffre 10. Compte tenu du décalage qui nous est imposé pour l'heure d'été, il convient ajouter 2 heures à l'heure solaire vraie pour obtenir l'heure légale au méridien de Greenwich, c'est simple.
Ce cadran est orienté exactement au sud. Pour tracer correctement les lignes horaires et la position du style indicateur, il faut bien calculer. Ce n'est pas un banal objet de décoration comme un nain de jardin, il faut donc connaître la longitude et la latitude exacte. L'altitude aussi est utile. Placer le style à l'endroit exact et dans son angle précis est primordial. Ce n'est pas extrêmement complexe et c'est passionnant à réaliser. Je ne vais pas vous faire un cours de gnomonique, l'art des cadrans solaires, vous trouverez tout sur Internet. Voici comment j'ai eu la surprise de découvrir ce beau cadran solaire, peu connu des Lexoviens. C'est en allant visiter l'atelier d'artiste de ce peintre, un beau jour d'automne, où justement le soleil finissait d'accrocher ses rayons sur un petit jardin enchanteur, au cœur de la ville de Lisieux. C'est le peintre qui m'a tout expliqué, puisque, finalement, vous avez bien compris qu'il était le créateur et le sculpteur de ce superbe cadran. Aussi, je n'ai pas résisté et avec son accord, j'ai réalisé pour vous la petite vidéo chatoyante qui suit. Et maintenant, je vais vous faire entrer dans un autre monde. Cette image est un croquis, l'esquisse d'un immense cadran solaire puisqu'il devait mesurer 8 mètres de hauteur. L'idée était de le réaliser en terre cuite polychrome, il devait décorer la façade du collège Pierre-Simon de la Place en construction sur les hauteurs de Lisieux. Ce savant homme étant un mathématicien, astronome et physicien réputé, le choix de ce cadran solaire était logique et judicieux. L'artiste qui devait faire cette œuvre importante était le sculpteur de Solesmes, Claude Gruère aidé de son épouse Marie-Madeleine. Ce bas-relief devait parachever un magistral parcours artistique et culturel dans la nouvelle ville de Lisieux, mis en place entre 1966 et 1977. Hélas, la ville ne voyait aucune utilité à un cadran solaire pour les collégiens, et le projet fut refusé au bénéfice d'une installation contemporaine en acier Corten rouillé, qui coûta d'ailleurs plus cher. Ceci m'amène tout naturellement à vous faire découvrir une curiosité artistique monumentale dans Lisieux, aujourd'hui à l'agonie, un trésor d'une vingtaine de bas-reliefs laissés à l'abandon. Ce magnifique bas-relief polychrome est une sculpture en terre cuite chamottée. C'était le plus beau jamais incrusté dans les murs de Lisieux, en 1977. Aujourd'hui, en 2022, ce n'est plus qu'une ruine à l'abandon, par l'indifférence et la sottise des Lexoviens, un vandalisme culturel sans précédent. Je vais vous en expliquer les raisons. L'histoire de ce cadran ne s'arrête pas là. Aussi, si vous le permettez, je vais vous faire un copier-coller d'un article de presse récent, et vous comprendrez beaucoup de choses. Question. Mais au fait, Christian Rimbaud, comment vous est donc venue cette idée de reportage sur les bas-reliefs de Lisieux? Un peu comme les adolescents qui en 1940 ont découvert les peintures des grottes de Lascaux? Réponse. Votre question est amusante et au fond pas si loin de la réalité, toute proportion gardée. Je vais vous raconter comment j'ai découvert les bas-reliefs de Hauteville. Cette ZUP, au-dessus de la ville, étant uniquement constituée de logements type HLM, je n'avais jamais eu l'idée de m'y promener. Comme je venais d'acheter, en 2013, une maison de 1870 un peu abandonnée dans la ville historique, j'étais en pleine restauration. Et un jour de début 2015 j'ai entamé la reconstruction d'un pignon exposé plein sud et qui s'écroulait, le centre étant très abîmé, j'ai eu l'idée d'y fabriquer un grand cadran solaire. J'ai donc fait le tracé précis sur papier avec courbe des équinoxes et j'ai monté un cadre en bois de 6 cm d'épaisseur, que j'ai rempli d'un mortier épais de sable chaud-ciment, et avant blocage du mortier, j'ai sculpté tous les motifs des heures et en fronton un sujet reproduisant un blason imaginaire. Évidemment, j'ai étudié l'altitude et l'orientation précise à la boussole pour positionner le gnomon. Ensuite, j'ai rejointé les vieilles briques à la chaux et peint le dessous en ocre pour raccorder le tout. J'ai patiné mes sculptures pour faire vieux. Et à peine terminé, un de mes visiteurs lexoviens me dit «
Tiens, c'est drôle, vous avez fait comme les trucs de Hauteville. Voilà, je suis monté sur la ZUP et j'ai compris. Vous aviez compris quoi exactement? Le premier bas-relief que j'ai trouvé est, selon l'appellation locale, la Grande Parade. En le regardant de plus près, j'ai compris tout de suite d'où venait cette œuvre d'art. Comment ça? À Lisieux, peu de personnes s'y intéressent. Oui, je sais bien, mais j'ai tout de suite reconnu le style du sculpteur de Solesmes, Claude Gruère, un style unique et dont je me sens proche car je suis du même pays que lui, et, coïncidence, j'ai reçu une formation artistique dans le même atelier que lui, celui du sculpteur de Juigné, en face de l'abbaye de Solesmes, Raymond Dubois, chez qui Claude Gruère avait travaillé dans sa jeunesse. Je ne vous comprends pas, vous n'êtes pas du même âge quand même? Et vous n'êtes pas sculpteur que je sache. Vous savez, j'ai à peine 20 ans de moins mais c'est vrai, je ne suis pas sculpteur. Si Raymond Dubois m'a enseigné le dessin dès mes 12 ans, j'ai poursuivi plus tard des études dans le domaine de la peinture, qui finalement est toujours pour moi mon second métier. Ah, nous y voilà, à mon tour je comprends mieux l'intérêt que vous portez à ces bas-reliefs et votre engagement à les faire connaître et même plus, à les défendre. Avouez qu'il y a de quoi se passionner pour ce patrimoine, mais hélas il n'existe pratiquement aucune archive à Lisieux permettant de reconstituer toutes ces œuvres et d'en partager l'aventure avec les Lexoviens, et tous les autres. Alors je cherche, je fouille, j'interroge, et ce n'est pas du tout évident quand on découvre l'état d'abandon de ces bas-reliefs, car ce sont des sculptures qui ont beaucoup souffert depuis 1967 et qui souffriront encore bien davantage dans les années qui viennent. Il est vrai que personne n'en parle beaucoup, mais vous allez m'en dire davantage. Eh bien non, pas pour le moment, je vous donnerai d'ici quelque temps des précisions étonnantes, mais je dois vous quitter, il me reste des photos à travailler pour fignoler mes publications. Revenez donc dans quelques jours. En conclusion, vous faites tout ce travail pour sauver ces bas-reliefs d'une éventuelle destruction. Vous avez tout compris. Mais pas seulement, c'est un témoignage sur le patrimoine de Lisieux. Je considère que ces œuvres d'art doivent être un symbole de notre culture locale contemporaine. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans une grande enquête, une étude approfondie, presque un mémoire, qui m'a demandé beaucoup d'énergie. Mais ceci est une autre histoire, très complexe, qui nécessiterait tellement d'heures de vidéo que ceci m'est impossible à réaliser. Vous voyez ci-dessous comment à Lisieux, en quelques décennies seulement, on peut laisser à l'abandon une œuvre d'art, dans l'indifférence générale. Sa destruction est scandaleuse et irrémédiable, aucune instance culturelle ne s'en préoccupe, le patrimoine ne se sent pas concerné de manière active, une véritable désolation. C'est exact, mis à part la modestie de ce cadran solaire comparé à l'abondante production d'un sculpteur comme Claude Gruère, l'effet d'une similitude pouvait s'apercevoir. Comme je suis curieuse de tout ce qui se rattache à l'art et au patrimoine, j'ai essayé de découvrir ces fameux bas-reliefs qui ont été, par le passé, installés dans cette nouvelle grande zone d'HLM. J'ai vu des splendeurs et des ruines. Ce n'est pas facile. Le spectacle culturel est à l'abandon depuis longtemps et impossible sans guide de les retrouver dans le dédale des barres d'immeubles. Ce sont des œuvres magistrales dont la présence demeure insolite si on n'en connaît pas la raison. On se demande vraiment le pourquoi d'une telle débauche artistique dans une ville qui ne s'en soucie absolument pas, c'est un mystère. Personne sur place n'en connaît le nombre ni la signification, il paraît même que la moitié a déjà été détruite. Le reste est pour une grande partie à l'agonie.